Madame la ministre, j'ai beaucoup de questions dans la salle, mais j'ai même la rapporteure également qui a une question pour vous. Et je passerai après la parole aux collègues députés. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Peut-être ce qu'on va vous demander, Madame la Ministre, dans la mesure du possible, de raccourcir vraiment les réponses, parce qu'il y a énormément de questions, je pense, de la part des collègues, mais aussi pour la Présidente et moi-même. Je vais peut-être commencer par la fin du coup de votre intervention pour indiquer peut-être ma surprise, parce que dans le cadre d'un rapport que vous avez vous-même remis, qui s'appelait Rénovons le sport, que vous avez remis à Madame Laura Flessel, il y avait une des recommandations qui était de mettre en place un contrôle de l'éthique externe au mouvement sportif. Donc ça veut dire qu'à un moment, vous avez estimé qu'il était nécessaire d'avoir justement un organe, ou en tout cas un comité ou un dispositif qui permettrait justement de faire ces contrôles et qui serait peut-être extérieur. Donc première question là-dessus. La deuxième chose que je voulais aussi faire remarquer, c'est que vous avez beaucoup parlé de l'homophobie et le racisme dans les stades. Moi, je tiens à le rappeler ici, ça n'a pas lieu que dans les stades. Vraiment, c'est important de le dire, parce qu'on parle effectivement de ce qui se passe dans les stades où tout le monde peut le voir. En effet, on peut être témoin de ces chants homophobes ou de ces actes ou de ces propos qui sont tenus. Mais nous avons aussi, ici même, dans cette commission, auditionné des personnes qui ont été victimes de racisme. Je pense à un entraîneur de rugby à qui on a dit mangeur de bananes. Je pense à d'autres personnes qui ont subi des actes homophobes qui n'étaient pas du tout dans le cadre du stade. Et le fait... Je reviens, je suis désolée, mais je suis un peu comme ça sur la clarification des outils qui sont mis à disposition, notamment des victimes. Elles sont importantes. Et elles sont importantes parce que je vais vous lire un échange qu'on a eu dans le cadre de ces auditions, puisque Eric Arassus, qu'on a pu auditionner ici, nous a dit que lui-même, il avait signalé donc des faits d'homophobie à la cellule Signal Sport et qu'il a eu les réponses la veille de son audition, et on lui a demandé comment ça se faisait qu'il avait eu des réponses, étant donné que ça n'entrait pas dans le périmètre de Signal Sport qui se limite aux violences sexuelles et sexistes. Sa réponse est la suivante: c'est intéressant, car on nous a toujours dit que le sujet relevait de Signal Sport. Je crois savoir que cette cellule n'est aujourd'hui composée que de 4 personnes, ce qui est peu. Nous pensons qu'il faut mettre plus de moyens. Si l'homophobie ne fait pas partie de Signal Sport, c'est intéressant de l'apprendre aujourd'hui. Ce qui veut dire que des associations qui travaillent dans ce champ depuis de nombreuses années n'étaient pas informées que ce n'était pas dans le champ de Signal Sport. Ils ont fait appel à la cellule, mais ils n'en étaient pas informés. Et enfin, donc voilà, c'est pour ça que pour moi, je pense qu'il est vraiment important, mais j'entends votre réponse depuis tout à l'heure, vous avez la même là-dessus, que c'est pas forcément la direction que ça prendrait. Enfin, peut-être un mot, vous avez dit à plusieurs reprises, ces protocoles sont faits pour être appliqués. Vous êtes ministre des Sports. Si ces protocoles sont faits pour être appliqués, ma question, elle est logique, c'est qui fait en sorte que ces protocoles soient appliqués? Parce qu'on a le sentiment, depuis le début de ces auditions, en fait, que personne ne contrôle ce que font les fédérations, et personne ne contrôle si justement ces protocoles sont appliqués. Madame la rapporteure, alors sur votre premier point, c'est exact, et de mémoire, c'était la recommandation 34 du rapport de Rénovons le sport français. C'est exactement la raison pour laquelle, lorsque j'ai fait cette réponse au député Mazars, j'ai commencé par expliquer que c'était compte tenu de mon expérience, compte tenu du recul que j'avais pris et de la gestion des crises que j'ai eu à traverser dans les derniers mois. J'ai fait tous ces caveats pour expliquer que ma position sur le sujet avait mûri. D'autre part, et je l'ai souligné également dans cette réponse, ma réponse a aussi évolué parce que le droit lui-même a évolué. J'ai souhaité le redire, la loi Sapin II et sa mise en œuvre, le déploiement des contrôles de l'AFA dans un certain nombre de nos fédérations, du golf au foot en passant par le tennis, le renforcement des obligations déontologiques et de prévention des conflits d'intérêts dans la loi du 2 mars 2022, tout ceci a avancé. Dieu soit loué d'ailleurs. Heureusement que les choses ont avancé. Donc on ne peut pas aujourd'hui, fin 2023, bientôt 2024, ne pas tenir compte de tout ce que le législateur notamment s'est échiné à mettre en place. Ce serait irrespectueux de ma part, de son travail, de ne pas en tenir compte.
Les choses ont bougé. Nous avons aujourd'hui l'arsenal pour veiller à ce que ces situations ne se produisent pas. En matière de discrimination, moi je le redis, il y a l'application de ces protocoles sous le contrôle de la Ligue de foot professionnelle et de sa commission de discipline. Ils connaissent ma position sur le sujet. J'ai des échanges suivis avec eux, en transparence avec les associations nationales de supporters, dans le cadre de l'instance nationale du supporterisme que j'ai relancée, élargie, renforcée, animée. Et la justice peut être saisie, puisqu'il y a désormais non seulement la reconnaissance que des propos homophobes gravement discriminatoires sont un délit, mais en plus la faculté d'avoir une peine complémentaire systématique de l'interdiction judiciaire de stade pour 5 ans. Couplable à des interdictions administratives. Sur le point que vous avez évoqué, que j'entends tout à fait, qui est de dire il n'y a pas que dans les stades, il y a aussi dans la vie quotidienne des clubs. Vous avez parfaitement raison. Et c'est la raison pour laquelle, le 30 janvier dernier, j'ai pris aux côtés de la Première ministre un engagement très important qui a consisté à affirmer que désormais 100% des éducateurs sportifs seraient formés à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Ce que ça veut dire concrètement, c'est l'intégration d'un module obligatoire dans le cahier des charges qui est imposé pour les 290 diplômes d'État dans le champ jeunesse et sport et pour les 28 000 stagiaires chaque année en formation pour obtenir ce diplôme-là. Donc c'est pareil, la mobilisation, la sensibilisation, l'intégration au cœur des responsabilités des acteurs du système, jusque dans la cellule de base du sport français qui est le club, bien sûr. Et nous avançons en ce sens. Il faut poursuivre.